connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Je suis très heureux de vous retrouver dans cet épisode qui s'inscrit dans nos émissions où on fête nos 2 ans d'existence. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier encore, chères auditrices et auditeurs, pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et ça nous fait vraiment plaisir. Ma complice du jour, vous aviez déjà pu l'entendre dans les épisodes consacrés à l'une de ses séries préférées, Outlander. Il s'agit d'Hélène. Salut Hélène. Salut Junior. Comment tu vas cette semaine ? Je vais bien, je vais très très bien. C'est le printemps. C'est moi qui suis en souffrance devant la série plutôt, donc moi c'est plus compliqué. Donc voilà, c'est complètement gratuit. Comme vous le savez, je poursuis ma découverte de la série Outlander de Ronald D. Moore, pour laquelle on va aborder la saison 3. Je rappelle qu'Outlander est disponible sur Netflix. Je vous propose un premier extrait et ensuite on vous dit ce qu'on a pensé de cette saison 3. Près de Corriérac, un garçon d'environ 16 ans. Vous l'avez rencontré dans les bois. Ah oui. Ah oui, celui qui a essayé de me tuer quand j'étais en train de pisser. Moi, je lui ai cassé le bras, je me souviens. John Gray est mon frère. Il m'a raconté sa rencontre avec vous. Il m'a dit que vous aviez épargné sa vie et qu'il vous avait fait une promesse. Est-ce la vérité? Ah oui. Il a promis de me tuer. Je vous en voudrais pas si vous le faites, vous. Hélène, peux-tu nous rappeler où on en était avant d'entamer ce 3e chapitre ? Oui, je pense qu'il est nécessaire de faire un petit rappel. Nous avions donc laissé Jamie prêt à partir au combat à Culloden. Et Claire, nous l'avions laissé à 2 temporalités différentes. C'est-à-dire que dans le dernier épisode, on était 20 ans après son retour dans son siècle. Et au départ, elle assistait au départ de Gaelis à Craignadoon. Mais on l'avait aussi laissé, puisqu'il y a beaucoup de temporalités, donc c'est compliqué, on l'avait aussi laissé donc en Écosse en 1948 à son retour du passé. Donc on en est là, on est avec un Jamie qui doit partir au combat et avec une Claire qui est en 1948 en Écosse. Et c'est là-dessus qu'on va reprendre le début de la saison 3. Justement, on va commencer par le commencement. Tu voulais qu'on pose tous les deux un regard sur l'épisode 1. Oui, je pense qu'il est important qu'on parle un peu de l'épisode 1 avant d'enchaîner, puisque on a beaucoup de problèmes de flashback dans cette série. Et quand je dis le mot problème, quand je choisis ce mot, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est très compliqué, beaucoup de flashbacks. On a parfois un peu de mal à se resituer et en tout cas à donner une structure à l'épisode. L'épisode 1 est très lourd d'ailleurs à cause de ça, puisqu'il y a 2 temporalités et on aura 2 temporalités comme ça pendant 4 épisodes où on va suivre Jamie dans son siècle et Claire dans le sien. Et l'épisode 1 met les bases. Donc on est en 1746 pour Jamie, c'est le carnage post-Culloden. Il vient de tuer Black Jack Randall et il y a d'ailleurs une image magnifique, enfin, c'est une jolie image de lever ou de coucher de soleil, je pense, le lever de soleil. Donc Jamie est évanoui sur un tas de cadavres. Il a d'ailleurs Black Jack Randall sur lui. Donc on commence là pour Jamie. Et l'épisode 1, donc c'est un peu l'histoire de Jamie post-Culloden, comment il s'en sort, parce qu'on sait qu'il s'en sort évidemment, puisque avec la temporalité de Claire en 1948, on sait que Jamie survit. Donc il se réfugie dans une grange blessé avec son ami Rupert. Et là, les soldats anglais arrivent pour les exécuter tous au fur et à mesure. Et Jamie, qui avait sauvé un jeune soldat anglais, récupère un peu le bénéfice de cette bonne action, puisque ce jeune soldat anglais a une dette de famille, une dette d'honneur vis-à-vis de Jamie, et c'est pour ça que Jamie n'est pas exécuté et qu'il part donc en prison. De son côté, parce que la 2e temporalité c'est Claire, donc de son côté, Claire, elle est en 1948, elle est enceinte, elle est partie à Boston avec Frank, elle s'y fait pas, elle essaie de faire du feu de bois dans sa cheminée, parce que tu comprends, elle a du mal avec la gazinière. On voit que Claire, ça va pas du tout, et Jamie non plus, sont tous les deux en très mauvaise posture.
Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est quand même assez noir. Moi, j'ai bien aimé l'introduction dans cette période post-bataille de Culloden avec ses corps écossais entassés, avec cette intro de jour et de nuit, avec cette neige qui tombe sur Jamie, avec cet instinct de survie où il doit faire presque le mort pour ne pas être achevé à son tour. J'ai trouvé ça vraiment très beau en termes d'esthétique. Et parallèlement à ça, quand on revient au XXe siècle en 48, c'est intéressant de voir finalement toujours ce travail d'émancipation de Claire qui, même si ça ne va pas, essaye de se réinventer. Donc là, il y a ce travail de l'infirmière qu'elle est et de la future médecin qu'elle va devenir, la future chirurgienne. Le début est pas déplaisant en fait. Ça va. Et j'ai beaucoup aimé. J'y reviendrai là-dessus, désolé Hélène, j'anticipe peut-être un peu, mais ce que j'aime beaucoup, c'est l'économie de mots. Parfois la série est très bavarde, et dans les premiers épisodes, on est dans quelque chose de beaucoup plus feutré, ça parle peu, notamment du côté de la guerre, et ça m'a beaucoup plu. Voilà, tu vois, j'ai pas que du négatif à dire, hein. Non, non, mais je suis d'accord avec toi pour le paysage. La scène du charnier de Culloden était magnifique. Comme je t'ai dit, il y avait les couchers de soleil, enfin des scènes magnifiques. C'était chouette. Et qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette bitemporalité? Ça t'a pas gêné parce qu'elle se poursuit sur plusieurs épisodes. Exactement, c'est les suivants où ça m'a embêté, et là ils m'ont perdu. Quand tu as cette incruste 1948 Boston, ok, et plus on avance, plus tu vois les années défiler, parce qu'il faut en arriver à ce stade des 20 ans passés, où là je me suis dit, bon ok, je laisse tomber. Je vais pas te mentir Hélène, j'ai laissé tomber. Il me saoule. On voit que les personnages prennent de l'âge, on voit les cheveux gris s'ajouter sur leurs cheveux. Ça va, on comprend qu'on avance dans le temps, mais c'est pas devenu une obsession de me dire, oh, putain, faut pas que je perde le fil, quoi. J'ai Oui, laissé tomber quelque part en fait. oui, voilà, c'est ça. C'est un peu fatigant, hein. La bitemporalité, je me suis douté que ça allait te poser problème. Mm. C'est vrai que c'est lassant et quand ça s'arrête, on est vraiment content que ça s'arrête honnêtement parce que c'est lourd. C'est intéressant parce que comme tu le dis, il y a 20 années qui se passent donc il est censé se passer énormément de choses et pour autant non, en fait. On se rend compte que leur vie, elle est un peu, stoppée, enfin sauf pour, Jamie. Je pense qu'il se passe quand même beaucoup plus de choses pour Jamie, que pour Claire Oui, et complètement. en effet, bon, il y a la naissance de Brianna après qui est importante aussi, dans cet épisode. Je ne sais pas si toi ça t'a perturbé ou si tu t'y attendais, le couple Franck, Claire? Ben, c'est plutôt une suite logique parce qu'en fait, à la fin de la saison 2, on comprend que Brianna a eu le temps de l'aimer, son père, qui n'est pas son père biologique, Frank Randall. Elle a eu le temps d'avoir un lien très fort avec lui. Et le fait que le couple Claire-Frank perdure dans le temps n'est pas étonnant. Donc ça n'a pas été une surprise pour moi, on avait déjà l'information avant. Donc c'est un aspect intéressant à creuser, que ça tienne ou pas. C'est un vrai fil rouge, puisqu'on va voir qu'ils vont en arriver, j'anticipe beaucoup dans la saison, mais ils vont en arriver à devenir un couple libre, à avoir chacun un amant, une maîtresse, tellement ça ne va pas. Ça parle de la dissolution petit à petit du couple qui va grandir. Au départ, c'est juste un trou de souris, après ça va devenir un trou béant, quoi. Ça ne va faire que s'agrandir. Ça m'a plu. Et puis, tu sais, les années qui passent et tout, j'ai mis ça de côté. Donc le fait qu'il y ait des temporalités qui s'égrènent tout le temps, j'ai mis ça un peu de côté et je vais focaliser sur qu'est-ce qu'ils veulent nous raconter. Et en fait, ça veut nous parler d'absence. Moi, c'est Mmh, ça qui m'a beaucoup plu. voilà. Donc, Jamie, comment je vais vivre ma vie sans Claire, et Claire, comment moi je vais vivre ma vie sans Jamie. Et Claire, de son côté, va devoir, elle va combler les manques comme elle peut, avec un homme qu'elle a aimé mais qu'elle n'aime plus aussi fort. Et ça parle que de ça, en fait, de l'absence de l'autre, de celui qu'on aime, et comment on gère ça. Et ça, c'était intéressant. Tu sais, quand on avait fait la saison 2, je t'avais expliqué que ce qu'il voulait nous faire comprendre en saison 2, c'était l'amour entre Claire et Jamie quand il lui dit quoi que tu fasses, je te pardonne et je t'ai déjà pardonné tout ce que tu feras encore. Et je te disais que le fil conducteur de cette série, c'était vraiment l'amour entre Claire et Jamie. Et ces épisodes-là de bitemporalité où ils sont séparés par le temps,
ça renforce encore plus, comme tu dis, ça creuse encore plus le vide, qu'ils ont, chacun de leur côté et c'est là qu'on se rend compte que ce sont des âmes sœurs. Malgré le temps qui passe, les cheveux gris, les cheveux blancs, ça tient. Et c'est bien, c'est plutôt mignon, même s'il y a des aspects qui m'agacent, hein. Ne vous fiez pas à toutes les choses sympas que je dis maintenant, parce qu'il y en a aussi des moins sympas qui arrivent, hein. Oui, voilà, oui. Mais bon, après, forcément, une fois que ça se décante, c'est différent. Mais bon, Mm. quand on voit les 20 ans qui se passent, il se passe quand même pas mal de choses. Il y a beaucoup d'événements, surtout pour Jamie, qui bouge pas mal. Donc, Oui, heureusement, on s'ennuie un peu moins parce qu'il y a pas, il y a le vide, comme tu dis, qui est le fil conducteur, mais il se passe quand même pas mal de choses dans cette saison. Enfin, en tout cas, même dans les 4 premiers épisodes, qu'on a l'impression qu'ils attendent qu'une chose, c'est de se retrouver. Mais il y a quand même beaucoup de mouvements. Beaucoup de paysages différents. En fait, on a l'impression que Jamie, lui, a eu plusieurs vies, oui. pendant ces 4 épisodes, alors que Claire, elle, on a vraiment l'impression qu'elle reste complètement bloquée, tu vois? Elle avance plus, en fait. Elle a pris 200 ans d'avance, mais elle reste bloquée, bloquée, bloquée et lui, on voit Je suis qu'il d'accord. il vit plein d'autres vies à côté. Enfin, je trouve qu'il y a une dynamique, côté Jamie qu'on n'a pas du côté de Claire. Ouais, et en termes d'écriture, ça se ressent tellement. On sent que le personnage de Jamie, qui est un personnage cabossé, qui est un personnage malmené dans sa chair, dans sa psychologie, c'est lui qui, dans l'écriture, est beaucoup plus travaillé, Oui. beaucoup plus soigné, et sur lequel il y a plus de choses à raconter. C'est pour ça, justement, que Claire commence à me saouler, on va y revenir, Alors on est sur d'accord, écoute justement le long j'allais t'en terme. parler, on en parlera tout à l'heure, quand tu me diras, bah, dis-le-moi tout de suite, quel est l'épisode que tu as détesté dans cette saison? Ah, alors j'ai noté, pour être très honnête, l'épisode 10, Ah, Ciel et Terre, où en fait on est en permanence sur le bateau pirate. On serait cru dans une autre série Stars, Black Sails. Et pour être très honnête, je me suis endormi. J'ai repris, hein, plusieurs fois. Pour recontextualiser, on a Jamie et Claire qui vont tout faire pour retrouver petit Yann. Donc ils s'embarquent sur un navire, l'Artemis, direction les Antilles, donc la Jamaïque pour être plus précis. Et là, il y a plein de choses qui m'ont vraiment ennuyé, où il y a un passage terriblement long où Jamie fait tout pour que... Fergus s'est marié avec Marsali, d'accord? Jamie fait tout pour empêcher l'officialisation de ce mariage. la Il fait tout consommation, pour que voilà, Fergus ne couche pas avec Marsali. Marsali afin de valider leur union. Et franchement, ça m'a vraiment pas intéressé. Entre ça, entre ce qui porte la poisse, le Jabor, c'est bien ça, Hélène? Alors là, aucune idée franchement Je sais parce que plus. moi, si tu veux, cet épisode, je l'ai classé dans l'arc narratif le plus pourri, le plus pété et le Ah, plus bah voilà, chiant. Moi, on se j'en ai mis rejoint. 3. C'est J'en ai mis c'est- 3, donc je te rejoins sur, cette histoire complètement, tordue, vas-y. c'est nul. Ouais, C'est nul. C'est pas intéressant. Il y a une longue tirade de Willoughby, qui est le partenaire de Jamie dans son imprimerie, puisque Jamie devient imprimeur dans cette saison, et contrebandier parallèlement. On s'en fout. Enfin, il y a ouais. plein de trames. Je suis désolé, Fergus, dont on parle, je n'en ai rien à faire de ce qui lui arrive, et je vais pousser le bouchon. Quand on est en début de saison, je sais plus si c'est l'épisode 3 ou 4, et qu'à un moment donné, par un Anglais, il se fait trancher la main, ça m'a un peu sorti de la série parce que je suis censé ressentir énormément d'empathie pour lui, et en fait, je m'en bats les reins de ce personnage. Je m'en fous de Fergus, qui est le C'est fils un de enfant. substitution de Jamie. Je m'en bats les reins. Voilà, cet épisode, il est vraiment à jeter, quoi. Tout ça, ça ne sert que de prétexte au futur kidnapping de Claire dans l'épisode suivant. Oui, voilà. Je te rejoins totalement, sauf que moi, je l'ai mis dans l'arc narratif parce que la traversée est longue, mais pour nous aussi. Oui. La traversée, la Ah oui. punaise, c'est l'horreur. Donc, vous l'aurez compris, Claire et Jamie, on vous en parlera plus tard, se sont retrouvés. Mais franchement, bon, alors déjà, les retrouvailles, bon, on en parlera, mais là, la traversée, mais c'était la plus longue traversée de l'Atlantique que j'ai pu vivre en film, quoi, tu vois? Même, seule au monde, tu vois, ça m'a pas semblé aussi long et moi, c'est tout l'arc narratif, épisode 9 à 11 que j'ai mis dans enfin, dans le truc le plus chiant, quoi, parce que, bah, alors, entre les scènes de vomissements perpétuels, où on a presque l'impression de sentir l'odeur, de la viande de marin avariée, Oh cette l'arc. histoire de coucherie où il doit empêcher son fils adoptif de coucher avec cette fille pour pas qu'il console le mariage, comme si franchement
ans, elle avait traversé l'Atlantique avec lui pour qu'il se passe rien. C'est Jamie, je clair. pense qu'il a le mal de mer, on le sent, qu'il prend des trucs et qu'il fait de l'acupuncture, hein, il est pas bien du tout et on Mais a quand c'est même nul ça mais aussi. oui, mais oui. Il cache ça à sa femme qui fait de l'acupuncture pour éviter les vomissements parce que Jamie a le mal de mer. Il cache ça à Claire qui est médecin. Parce qu'elle lui fait Ridicule. de la tisane. Non, mais c'est nul, c'est nul. Et on a quand même alors donc Claire, elle se fait enlever par, tu vois, ils se battent pour Claire, même sur la mer. C'est-à-dire qu'il y a 2 bateaux et Claire se fait enlever par des officiers anglais pour aller les soigner parce qu'ils ont la typhoïde. Donc, bon, bref, donc ça sent vraiment, on sent l'odeur, hein, limite, hein. Au bout d'un moment, tu Ah finis par oui, sentir clairement. comme une odeur dégueu, rien qu'à regarder les images. Donc, c'est horrible. On a d'ailleurs Claire qui finit par péter un câble, elle aussi, et qui saute à l'eau à l'épisode 10. Alors, épisode, mais ultra pourri, quoi. Elle soigne tout le J'ai monde, pas mais aimé tout le du monde tout. s'en fout. Elle soigne tout le monde, on s'en Bah fout, oui. en fait, quoi. On s'en fout qu'il y ait des morts et qu'elle soigne tout le monde. Cette maladie s'appelle la typhoïde. Notre chirurgien disait que c'était le typhus. Elle en est proche, mais la façon de la juguler est différente. Et vous savez faire cela? La juguler? Oui. Les malades doivent être lavés et couchés dans un lieu bien aéré, nourris avec des aliments liquides. Et boire beaucoup d'eau bouillie. Vous auriez intérêt à gagner la terre ferme le plus vite possible. Vous risquez d'être très vite à court d'eau potable. La plupart des malades vont mourir. Un petit nombre de chanceux s'en sortira. On peut espérer endiguer l'épidémie. Vous devez vous préparer. Les choses vont aller de mal en pis avant de s'améliorer. Si vous voulez, je peux rester un peu à bord afin de vous aider à vous organiser. Je vous serai éternellement reconnaissant pour toute aide que vous pourriez nous apporter. Il y a plein d'épisodes comme ça qui te sortent de la série, il y en a quelques-uns, et c'est dommage quoi, parce qu'il y a aussi des belles choses, et vraiment celui-là il m'a sorti. Par contre j'ai trouvé les 11 meilleurs, c'est pour ça que j'ai pas mis la trame. Ah Il oui, était alors, tellement mauvais celui-là que le 11 bah, oui. il est au-dessus quoi. Oui, alors forcément, alors le 11, moi je l'ai mis quand même parce que ça s'appelle En territoire inconnu et là c'est Claire à koh. Donc Claire se Ah retrouve. ouais. Alors Claire qui saute à l'eau, tu vois, la nana, on lui dit vas-y, saute, vas-y, vas-y. Donc elle veut se sauver du bateau où il y a la typhoïde parce qu'elle sait que bon, le capitaine du bateau réserve un sale tour à Jamie en arrivant au port. Donc elle décide, avec l'aide d'une nana qui parle allemand, qui élève des chefs sur un bateau, enfin, un truc tout pourri, t'as l'impression qu'ils ont tous fumé le bois du plancher du bateau, quoi. Elle décide de sauter à la mer et donc épisode étrange, c'est elle échoue sur une plage, donc en territoire inconnu. Et là, Claire, elle se retrouve face à des fourmis, à des serpents. Elle est prête à manger n'importe quoi. Et le top du top, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais là, le moment où elle est sauvée par quelqu'un, c'est un prêtre complètement chelou qui parle à une noix de coco. Et là, tu te Et tu dis, parlais de Seul au monde. oui, alors là, bon, Bob, je crois que c'est Bob, enfin, je sais plus le nom de la noix de coco, quoi. Mais tu te dis, mais c'est quoi cette histoire? Ils partent en bateau, elle se fait enlever, tout le monde meurt, ils cousent le nez des gens, tout le monde vomit, elle finit par sauter à l'eau, elle se retrouve à koh, quoi. C'est n'importe quoi, tu parlais de Seul au monde, on est en plein dedans quoi. Coco, il s'appelle Coco, Ah, comme la noix de coco, il tiens, devient le nouveau Wilson quoi. oui, Pourquoi? mais oui, et on a même le droit à une tête de chèvre. Je ne sais pas si t'as vu, une tête de chèvre dépecée. C'est Exactement. Mais qui a eu l'idée d'écrire ce truc? Et qui a eu l'idée d'étaler des épinards sur les jambes de Claire qui s'est fait bouffer à fourmis? On ne N'importe sait quoi. pas, on ne sait pas. Donc oui, voilà, on est d'accord, oui, c'était vraiment bah, alors, l'arc La narratif, on est personne a trop regardé Popeye, hein, je te le dis. ben, ouais, et puis Claire bronzée, remarque, ça lui va bien. C'est le truc positif. Je trouvais qu'elle avait un teint sympa, tu vois, un peu bronzé comme ça, elle était mignonne. Mais voilà, Ridicule. donc toi, il y a qu'un seul épisode de tout ça qui t'a rebuté? Surtout celui-là, c'était assez douloureux de Oui. rester éveillé devant. Franchement, c'était pas Alors moi, agréable. j'ai beaucoup ri parce que c'était tellement débile leur truc. Enfin bon. Par contre, moi, puisque la question que je t'avais posée, c'était quel est l'épisode que tu as détesté? On va, comme tu dis, revenir un peu en arrière parce que moi, l'épisode que j'ai détesté, c'est l'épisode 2, L'histoire en marche. Ah, Alors là, c'est spécial dépression. Autant les 9, 10, 11 dont on vient de parler, là, c'est du délire total. Autant l'épisode 2, c'est l'épisode dépression. Si tu arrives à regarder cet épisode jusqu'au bout, tu as forcément de la crème glacée à côté de toi ou des gâteaux, je sais pas. Donc l'épisode 2, on est donc en 1752 à la Librock.
qui est occupé par les Anglais. Le territoire écossais est occupé par les Anglais. Et Jamie, qui a réussi à se libérer de prison, parce qu'il ne faut pas se leurrer, non, il a été déposé à Lallybroch après Culloden. C'est ça, on est 6 ans après Voilà, Culloden. c'est ça. Il a été déposé comme un vulgaire sac à Lallybroch. Et là, Jamie, il a un nouveau surnom. C'est Gribonnet ou Jamie le Rouge. Et là, j'ai pas du tout aimé parce qu'il est. Waouh. Enfin, franchement, c'est Daryl dans The Walking Dead, quoi. Il se lave pas, il a les cheveux longs, il a la barbe, il fait une tête de 6 pieds de long. Donc, franchement, cet épisode, moi, avec un Jamie pas lavé, barbu, grosse déprime. C'est marrant parce que justement, je le trouvais limite intéressant, non pas dans le physique, mais dans ce qu'il dégageait. En tant qu'ermite qui ne veut voir personne. C'est bien justement qu'il ait cette phase de trauma où il se dit foutez-moi la paix, j'ai envie de vivre ma vie comme je le souhaite. Par contre, pour te rejoindre, j'ai noté ça. Jamie n'a pas baisé depuis 6 ans. C'est pour ça qu'il décide de se livrer, de partir en prison, parce que aucun intérêt, quoi. En plus, on lui envoie une bonne, elle est même pas bonne, c'est le cas de le dire. Il est obligé de se la faire quand même par gentillesse. Enfin, tu vois, c'est le calvaire. Les traits sont un peu trop tirés, mais la base était intéressante. Nous proposer, je me répète, un personnage mutique, un personnage qui parle peu, qui a besoin de temps pour lui pour se reconstruire, c'est intéressant. Mais la façon dont ça nous est dépeint est mal faite. Et c'est surligné à mort, quoi. Le côté, ça fait combien de temps que t'as pas touché une femme? Ça, c'est Jenny qui demande ça à son frère Jamie. Ridicule, quoi. Ouais, mais à l'époque, je pense qu'ils pensaient tous à se reproduire. Ils avaient quand même perdu pas mal de monde à Culloden. Essaie de te mettre dans le contexte, Junior. Non, mais elle a du monde déjà dans la maison à Lallybroch. Ah Jamie, elle est la seule à se reproduire. Jenny, la sœur de Jamie, elle s'appelle Jenny, hein, tu vois, déjà. Mais elle est la seule à se reproduire. Je ne sais pas si tu vois à quel rythme elle y va, quoi. La meuf, elle traîne pas. Et son frère, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il glande dans la forêt. Donc voilà, elle lui dit mince. His idea was this. Yours are my sisters. Did you think I'd change my mind? Does it matter? No. Doesn't matter because it's not going to happen. If you won't leave, then I'll have to. Sir, your sister didn't ask me to do what I'm doing. I ken well enough what you're thinking. But I saw your lady and how it was between the two of you. It's not in my mind to make you feel you've betrayed that. What I want is to share something different. Something less mayhap. But something we both need. Donc ça, c'était mon épisode détesté. Bon, parle-moi maintenant de ton épisode préféré. Soyons positifs. J'ai noté l'épisode 4 parce que on retourne enfin au XXe siècle avec les personnages qu'on a quittés au dernier épisode de la saison 2, parce que j'ai beaucoup aimé le lien d'amitié qui se crée entre John Grey et Jamie à travers les parties d'échecs. Et j'ai bien aimé tout ce qui va tomber sur Jamie sans qu'il s'y attende. Le fait qu'il soit bousculé, malmené par les gens dans le château d'Elsmer, hein, c'est bien ça? Elwater. Pardon, Elwater. Les noms, faut m'excuser, je les ai vraiment pas tous retenus. Mais en gros, la rencontre avec Lady Geneva, Lady Isobel, tout cet aspect-là aussi, et le fait qu'ils soient un palefrenier, était intéressant à découvrir, et j'ai bien aimé ce passage-là. Donc l'épisode 4. C'est lequel, toi? Moi, c'est l'épisode 6, à Malcolm. Alors ici passe quoi déjà? Écoute, dans l'épisode précédent, donc dans l'épisode 5, on laisse Jamie au sol. Il fait un malaise quand il découvre que Claire est revenue. Elle lui parle du haut c'est un peu comme si elle était en hauteur. Lui, il est en bas dans son imprimerie. Il la voit, elle lui dit coucou Jamie, c'est moi. Et là, Jamie, il s'évanouit, mais comme une voilà. Et donc l'épisode 6, on l'avait laissé allongé par terre. Et là, c'est les retrouvailles entre Jamie et Claire, un peu maladroite, c'est un peu tout mignon. Ils sont là tous les deux. Enfin, moi, j'ai trouvé ça tellement mignon, c'était tellement touchant quand elle lui montre aussi les photos de Brianna en bikini. Tu vois le truc. Ah oui, mais c'est trop drôle. On y reviendra, ça. C'est trop drôle. Oui, et puis Mais en fait, c'est marrant. Moi, je l'ai mis dans l'épisode où tu t'es endormi. encore, mais t'as fait que Voilà. dormir en fait, Junior. Non, j'ai beaucoup maté. En fait, très sincèrement, je me suis endormi. Ça va te faire rire, mais c'est vrai.
Parce que la seconde partie de cet épisode, le 6, a beaucoup de défauts et je le trouve assez répétitif et assez redondant. Oui. Parce que Claire et Jamie ne se sont pas vus depuis un moment. Du coup, bah, ça nous est arrivé hein, dans une vie de couple, si on est un peu à distance et qu'on ne s'est pas vu depuis un moment, et ben on en profite. Et il y a beaucoup de façons, de scènes redondantes où ils s'envoient en l'air. Et au bout d'un moment, je vous jure, je me suis endormi. C'était censé me réveiller, me disait Hélène. Non, mais T'inquiète non. pas, dans Outlander, il y a du sexe, ça va te réveiller. Bah franchement, je suis désolé, mais je me suis endormi. C'était tellement lent le fait que l'un pose les mains sur le corps de l'autre. D'ailleurs, Claire s'étonne, comment ça se fait que tu as un corps aussi musclé alors que tu es un primeur, tu vois à 40 ans passés, normalement on prend de la bedaine, tu es toujours bien taillé, comment ça se fait? Et tout ça, c'était assez long pour moi, ces retrouvailles, et ça s'attardait un peu trop, quoi, à mon goût. Ce que je trouvais extrêmement sensuel en saison 1, je le trouve beaucoup moins sensuel là, et c'est dommage. Il y a eu de la perdition en chemin. Ouais, que tu vois, moi, qu'on s'attarde sur le corps de Jamie ultra musclé et qu'on le voit bien dans tous les angles pendant qu'elle lui dit, dis donc, qu'est-ce que t'es musclé, qu'est-ce que t'es musclé. Moi, franchement, je me suis pas ennuyée. J'ai trouvé ça vachement sensuel. Super. Après, bon, je peux dire la même pour le corps de Claire, hein, qui est toujours Ouais, magnifique à 40 ans. mais Voilà, toujours, comme il le dit lui-même, une poitrine aussi ferme, des fesses magnifiques, etc., etc. C'est lui qui le dit, hein, c'est le personnage de Jamie qui le dit. Mais pour la rassurer, elle qui a pris des cheveux gris, mais bon, ça manque de rythme à ce moment-là, je trouve. ouais, moi, j'ai bien aimé, c'est le coup de boule au lit. Quand il lui met un coup de boule, se mettre un coup de Oui. boule sans faire exprès. J'ai trouvé ça, tu vois, ça résumait un peu la gêne qu'ils ont ressentie en se retrouvant comme ça 20 ans plus tard. Moi, c'est ça que j'ai aimé, c'était, on partait d'un couple hyper fusionnel, qui, tu vois, qui fonctionnait en parallélisme, en symbiose totale et là, on voit qu'ils ont du mal 20 ans plus tard et ça aurait été trop cliché que ça reparte comme en 40, comme avant, tu vois? C'était un peu mignon quand même. Donc moi, j'ai aimé cet épisode. C'est mignon cette maladresse, oui, complètement. C'est bien que ce soit pas parfait, qu'ils aient perdu le. Ils ont besoin de retravailler l'alchimie qu'ils avaient dans la saison 1. Le temps est passé et La il y a eu complicité. cette perte de connexion. Enfin, on parlait de Claire qui était insupportable, mais quel est ton personnage que tu as le plus détesté pendant cette saison, Claire, ou parce qu'elle en prend plein la tronche, à part ses petits seins bien dodus? Oui. Euh, ben, comme je l'ai dit, pardon, je me répète, mais dans les personnages que je déteste par-dessus tout dans cette saison, il y en a deux. Il y a Fergus, je m'en fous de son mariage, je m'en fous de sa relation avec Marsali. Et Claire, elle me saoule aussi avec son syndrome de l'héroïne qui doit absolument sauver tout le monde et qui balance comme punchline « Et je ne suis pas une dame, ok ?» Claire elle évolue pourtant en termes dans son souci d'émancipation et dans cette volonté féministe qu'il y a derrière son personnage. Elle entre, elle devient médecin dans une fac de médecine où c'est la seule femme, avec un noir, son ami noir, et en tant que minorité, ils se soudent et ils vont travailler même dans le même bureau quelques années plus tard. Mais elle m'agace parce que c'est toujours. Il y a une vieille série, je suis désolé si ça parle à personne, mais qui s'appelle Preuve à l'appui, que j'aimais beaucoup. C'était avec Gillian Nessie, on suivait le quotidien d'une médecin légiste. Gillian Nessie, en fait, dans la série, donc Jordan Cavano, est une femme d'origine irlandaise, voilà, qui a des affaires à traiter au quotidien, et elle débriefe ça souvent à son père, avec son père qui est la voix de la raison. Et je retrouve un peu ce côté têtu. Le titre original de cette série, c'est Crossing Jordan, ça veut dire Jordan la têtue. Et ben je retrouve un peu ça dans le personnage de Claire, c'est-à-dire que quoi qu'elle fasse, elle a toujours besoin de faire en opposition avec la vie d'autrui, et je trouve ça encore une fois répétitif, on la connaît limite trop bien et c'est plus une surprise, et c'est tellement plus une surprise que ça en devient saoulant. Tout à Donc fait. ça, encore une fois, ça m'a sorti. Il y a un vrai manque de travail, d'écriture dans le personnage de Claire, et c'est dommage, parce qu'elle a des belles valeurs, et que ce syndrome d'héroïne qui est le sien, on pourrait le creuser, et peut-être, j'espère, on le creusera après plus tard, mais voilà, là c'est juste saoulant dans la saison 3. Alors moi, je suis tout à fait d'accord. C'est Claire qui m'est sortie par les trous de nez. D'ailleurs, l'épisode où je me suis endormie, tu vois, c'est l'épisode 7. En fait, tu as tout dit sur Claire. On est tout à fait d'accord à 100% sur le personnage. Et l'épisode où je me suis endormie, d'ailleurs, c'est l'épisode 7, la crème de menthe. Parce que moi, j'ai carrément noté, Claire revient et c'est la cata. Elle tue un type, mais elle tente quand même de le sauver. Bref, elle est chiante.
Faut dire clairement les choses, elle est hyper Ah chiante. ouais. Et après, quand elle part dans le bateau, je te dis, elle fait n'importe quoi, elle saute dans l'eau, enfin, il lui arrive des trucs de dingo, quoi. Et moi, je l'ai trouvée, mais toute la saison, hyper chiante, parce que même, tu parles de la temporalité où elle est à Boston, où elle fait ses études de médecine, et c'est même pas développé, tu vois, ils ont pas développé le personnage, à part qu'elle est avec un mec, elle lui a tout interdit, le pauvre, il a gâché sa vie pour elle, alors qu'elle, elle aime platoniquement, avec 200 ans d'écart, un type qui est mort 200 ans plus tôt. Elle a gâché la vie de Franck. Moi, j'ai vu ça comme ça, alors qu'elle lui avait promis au départ, tu vois, de se réinvestir avec lui. Et elle lui a menti. Elle a fait l'égoïste Mmh. pendant tout le début de cette saison. Là, elle a fait l'égoïste avec Franck, le pauvre. Et moi, j'ai une pitié infinie pour lui parce que ce gars, tu vois, celui qui a le plus souffert elle a fait souffrir les deux. Bon. Jamie, évidemment, c'est lui qui lui a demandé de partir, mais le pauvre cœur brisé, le pauvre Franck cœur brisé, enfin, moi, je l'ai trouvée hyper chiante. Elle était mauvaise avec le pauvre Franck, là, qui est mort et Mmh. tout. Il veut partir avec sa fille parce que finalement, tout ce qu'elle lui a apporté, c'est un enfant qui est même pas de lui, mais elle lui a quand même apporté quelque chose parce que ce gars, tu vois, enfin, moi, c'était mon personnage que j'ai adoré aussi, tu vois, pendant cette saison. C'était, voilà, c'était Franck. Oui. Il a tout sacrifié pour elle, même sa vie. Enfin, il l'a attendue pendant 2 ans, elle revient, un moment dans une scène, est-ce que tu t'en rappelles? Il tente de lui toucher la main, même sa main, elle la retire, quoi. Oui. Et j'adore le dévouement de Franck en toutes circonstances. Oui. Il donne le meilleur de lui-même, il essaye de tout faire pour que ça marche, mais il voit qu'en face, c'est pas réceptif. Dès que les yeux de Claire se posent sur leur fille, ça rappelle Jamie, et voilà, au point que même Claire se masturbe à ses côtés la nuit en pensant à Jamie, qu'elle couche avec Franck, les yeux fermés en pensant à Jamie. Lui, il a fait tous les efforts du monde, et elle a la tête ailleurs, et ça en devient saoulant. Et le pauvre, pendant 20 ans, le calvaire de Franck, quoi. Moi, j'aurais appelé ça, les premières parties, le calvaire de Franck, le calvaire de Jamie. Et elle, bon, évidemment, elle est malheureuse, mais elle a son enfant. Donc finalement, Jamie a tout perdu, Franck a tout perdu, et elle a son enfant, elle fait ses études de médecine, elle réussit bien, enfin, et elle arrive là, elle arrive dans elle retourne 200 ans plus tôt, et Ouais, là, épisode 7, elle refoule le bordel, excuse-moi du terme, mais exactement. Je elle l'ai noté, est hein. ouais, voilà. Depuis que Claire est arrivée, les problèmes s'accumulent. Saison 3, épisode 7. Mais oui, mais la cata, quoi. Et c'est Mm. pour ça que moi, je me suis endormie cet épisode parce qu'elle m'a énervée, quoi. Et Ouais, tout le elle est monde lui dit, vraiment... non, mais attends. Non, franchement, elle a été. Enfin, moi, j'ai pas du tout aimé le personnage de Mm. Claire. Et Je pour. suis assez étonné, hein, pour être honnête. Je pensais pas que j'allais détester l'un de ces deux personnages, tu vois. Là où je trouve que l'un des personnages les mieux écrits est Jamie, Oui. elle, qui est quand même l'héroïne principale à côté, me saoule. On est seulement à la moitié, on a 3 saisons sur 6, bah ça promet pour la suite, hein. Mais même ses Donc petits voilà. cris, tu vois, ils m'énervent, quoi. Enfin, tu vois, quand elle fait. Quand il lui dit, vas-y, crie comme une souris. Enfin, je sais pas si tu vois la scène. Oui. Et même ça Si, il se m'énerve. moque d'elle. Mais il a raison, Il se moque franchement. d'elle parce que elle pousse des petits cris, elle nie, alors que voilà, il n'y a pas de mal à prendre du plaisir et à l'extérioriser pendant l'acte, mais elle nie, elle fait ça, hein, non, pas du tout, mais tais-toi, elle minaude, enfin, il y a quelque chose dans le jeu et dans la manière dont est façonné le personnage de Claire et son évolution qui commence sérieusement à me gonfler. On va voir si ça continue après. What about Candy? Sandy. We'll get married as soon as I'm free. You're going to marry her? For God's sake, Frank, be serious. I'm finished with this, Claire. You've been waiting. All this time. You've just been waiting for the clock to run out. Well, Brianna is my daughter. And you will not take her anywhere. Yeah, well, I don't think I'll have to. You bloody bastard! Be reasonable! Claire? You want to divorce me? Fine. Use whatever grounds you like, except adultery. Which you can't prove because it doesn't exist. If you try to take Brianna away from me, I will have a thing or two to say about adultery. Frank!
Enfin, je pense qu'ils ont voulu nous dépeindre ce tableau de Claire parce que même moi qui l'adorais, saison 1 et 2, où elle avait eu beaucoup de courage avec la perte de son bébé, alors que Jamie, rappelle-toi, on avait dit que lui, il avait vécu un peu sa life pendant ce temps-là. Là, c'est complètement l'inverse. Jamie, le personnage hyper construit, il est mis en valeur. Celui de Frank aussi, le pauvre. Enfin, les personnages masculins sont mis en valeur. Et d'ailleurs, Bah moi, oui, je voulais te parler. paradoxalement. Tout à fait. Je voulais te parler d'un personnage masculin qui a été un peu mon préféré, mon petit coup de cœur sur cette saison. C'est John Grey. Oui, alors moi j'en ai deux de personnages préférés. Oui, je l'aime beaucoup, John Grey. Il y en a deux, moi. Il y a lui et son amitié avec Jamie, bien sûr. Et ça va peut-être te surprendre, je ne sais pas si tu l'as retenu, mais le personnage d'Elias, le jeune capitaine de 14 ans, Ah qui aide oui, Claire quand elle est oui. emmerdée par les marins. Ouais. Et c'est juste un épisode, mais j'ai adoré euh, son sang-froid, sa maturité, alors Ouais. que ce jeune homme qui est promu capitaine avait à peine 14 ans. 14 ans. Mm. Et j'ai adoré c'est ce lien. Et, ouais, c'est cette dévotion qu'il donne pour Claire en lui disant je veux que ce médecin fasse son boulot, elle va être emmerdée par les autres, mais moi, du haut de mes 14 ans, je vais tenir tête à tous les marins qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. J'ai adoré ça. Et puis, bien sûr, John Grey et son amitié avec Jamie, mais ça, je te laisse en parler. Oui, alors l'amitié avec Jamie, justement, moi, c'est mon personnage préféré parce que, en fait, c'est quelqu'un qui reste. Enfin, c'est pas de l'amitié, en fait, il aime Jamie d'amour Oui, et il est prêt à tout pour lui. Et lui aussi va tout sacrifier pour Jamie, comme Jamie a tout sacrifié pour Claire. John Grey va tout sacrifier pour Jamie et ça a été son ange gardien. En fait, c'est l'ange gardien de Jamie. C'est John Grey. C'est pas Claire qui fait ta de conneries, qui tue des gens sans faire exprès. Alors, faut quand même savoir que s'il s'enfuit entre guillemets en Jamaïque, c'est parce que Jamie était quand même marié avec Lyrie. Pendant les 20 ans d'absence, Jamie, le malheureux Jamie, a quand même tenté se marier avec Lyrie pour élever ses 2 enfants parce qu'il avait perdu Faith, qui est morte à la naissance. Il a perdu Brianna, qui est partie avec sa mère dans le ventre de sa mère. Il a aussi parti, on n'en a pas parlé, Willy. Et Willy, c'est un enfant bâtard qu'il a eu à Elwater, comme tu le disais tout à l'heure, puisqu'il oui, est en... avec Lady Genova. Voilà, il a été embauché comme palefrenier des puceleurs et du coup, il a honoré pour la première fois à la demande de sa maîtresse, hein, c'était pas un viol, mais bon, Suite à un chantage, hein. oui, elle lui a fait du chantage parce qu'il était là sous couverture, grâce à John Grey. Donc il fait un enfant sans faire exprès à cette fille parce qu'elle voulait juste, parce qu'elle allait se marier avec un vieux affreux, donc elle voulait que sa première fois ce soit avec Jamie, dont on sait qu'il est très musclé, machin. Et donc Évidemment. voilà, donc en fait sans faire exprès, il la met enceinte, c'est sa première fois à elle, elle la passe avec Jamie, elle se marie avec le vieux, elle est enceinte, elle meurt en couche. Et John Grey, pourquoi c'est mon personnage préféré? Parce que si Jamie a survécu en prison pendant les 6 années où il s'était rendu, hein. Bon, déjà, il a survécu à Culloden parce que grâce à sa dette d'honneur que John Grey avait vis-à-vis de lui et que le frère de John Grey a respecté quand il a trouvé Jamie dans la grange. Donc là, ils l'ont déposé à la Librock. Il s'est caché dans la forêt. Au bout de 6 ans, il n'en Mhm. pouvait plus parce qu'il foutait un peu le boxon dans le quartier. Enfin, sa famille était super embêtée à cause du fait qu'il se cachait là. Il se rend, il arrive en prison et sur qui il tombe? Sur le John Grey qu'il avait épargné il y a très longtemps dans une grange quand il était ado. Et ce John Grey va tout faire pour l'aider, etc. Et il lui dit que c'est sa dette d'honneur toujours. Mais en fait, on se rend compte que John Grey l'aime. Il est amoureux de Jamie. Oui, il est attiré par lui. Il y a une tentative d'approche quand il pose sa main à un moment où il tente de rassurer un peu Jamie et on comprend. Et là, Jamie lui répond de façon ferme et très claire, retirez votre main. Ou je vous jure que je vous tue. Ce que je veux vous demander, c'est... Pourriez-vous prendre soin de Willy? Je serais plus qu'heureux si vous pouviez passer du temps avec lui. Et en quelque sorte, lui servir de père. En échange, si vous voulez, je suis tout à fait prêt à... Si vous le voulez. Vous êtes en train de m'offrir votre corps en paiement de ma promesse de prendre soin de Willy? Aïe. Seigneur, que j'ai vécu jusque-là pour entendre une telle offre? Vous ne me désirez pas, alors? Je vous désirerai probablement jusqu'à la fin de mes jours, mais... En dépit de cela, pensiez-vous réellement que j'accepterais? Je me sentirais plus qu'insulté dans mon honneur, sans parler de ce qui vous a poussé à le proposer. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ça n'empêche en rien
la relation qui va perdurer derrière à travers des parties d'échecs. C'est là où je voulais en venir, puisqu'en fait, John Grey, quand je te dis c'est l'ange gardien de Jamie, c'est qu'il l'a sauvé là en prison. Donc, quand tu parles des parties d'échecs, etc., c'était une vraie amitié, mais un amour platonique pour John Grey. Et à Elwater, quand la jeune maîtresse de maison tombe enceinte de Jamie, elle meurt en couche. Et là, elle a un enfant qui est donc le fils bâtard de Jamie. Et le gamin reste là parce que, bon, bref, le père, le vieux meurt aussi. Enfin, il y a toute une bagarre dans la maison. Le père de l'enfant meurt, donc l'enfant reste dans la famille de sa mère, donc là où travaille Jamie pour être élevé. Et à un moment donné, il commence vraiment trop à ressembler à Jamie, à trop s'attacher à Jamie, et Jamie doit s'en séparer. Et ça, tu vois, moi, c'est l'épisode aussi qui m'a le plus émue, puisqu'on va en arriver là avec le personnage, enfin mon personnage préféré, c'est John Grey, parce qu'à ce moment-là, dans cet épisode qui m'a le plus ému, il dit à Jamie qu'il va s'occuper de l'enfant, de son enfant. Et là, Jamie lui dit, je donnerai n'importe quoi, même mon corps si vous voulez. Et là, John Grey lui dit, non, 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 il sait bien que c'est forcé, même s'il en a envie, on voit qu'il se sacrifie pour que, tellement il aime Jamie, il refuse même ça, parce que tellement il est fou d'amour pour lui, quoi. Et c'est beau. Et donc, il va élever l'enfant bâtard de Jamie. Exactement. Et deux choses pour rebondir sur ce que tu dis. Donc John Grey va élever le fils de Jamie, Willy, avec Lady Isobel, qui, pour les sériphiles qui nous écoutent, joue le rôle de Lily dans Sex Education. C'est celle qui est un peu fan des ovnis et qui aime s'envoyer en l'air en étant déguisée avec son ou sa partenaire. Les gens vont voir, c'est une grande perche comme ça, avec un visage très rigolo. Et deuxième chose, tu parles de bâtard, la séquence qui m'a le plus ému, c'est justement quand l'enfant grandit au fur et à mesure des années, que Jamie s'en occupe, et qu'à un moment donné, l'enfant est très turbulent et tout, et Jamie traite cet enfant de sale bâtard. Eh ben, on a la même. Il se met à sa hauteur à un moment donné, il lui dit « Pardonne-moi, je n'aurais pas dû te dire ça ». Et ça m'a profondément touché, puisqu'il sait que c'est son fils, mais qu'à aucun moment il peut lui dire, et il sait le poids de ses mots sur lui. Et c'est vraiment un moment particulièrement émouvant. On est tout à fait d'accord, ouais. I've told you 1000 times, she's too big for you just yet. You have to do what I tell you. I'm your master. Mrs. Spick knows a word you've not heard much of. But you hear it in the world and you best get used to it. Willie! No! I told you no. I hate you. And I'm not very fond of you either just now, you wee bastard. I'm not a bastard. Take it back. Take it back. I should never have used the word. I'm sorry, my lord. Must you truly go, Mac? Moi, c'est cette histoire-là de Jamie à Elwater qui peut passer un peu inaperçue dans la saison, mais c'est les moments qui m'ont le plus ému parce que c'est le seul enfant de lui, enfin son seul enfant, avec lequel il a pu avoir un contact, et même là, il n'a pas pu, tu vois, dire être père vraiment. Et c'est John Grey qui le rassure en lui disant je vais m'occuper de cet enfant, tu peux partir parce que tu es obligé. Enfin, c'était horrible ce moment où il doit s'en aller, tu vois. On voit que le pauvre Jamie, mais il morfle, mais c'est horrible quoi. Enfin, vraiment il souffre dans cette saison là avant que Claire revienne. Et sinon, le moment où il traite Willy de petit bâtard, j'hésitais avec un moment what the fuck. Non, parce que c'est touchant, c'est la façon dont il le désamorce qui rend la scène émouvante. Ouais. Je le vois comme ça. Ouais, moi je l'ai aussi mis dans le moment what the fuck. Et toi, c'était quoi ton moment what the fuck? Il y en a tellement. Franchement, j'avais du mal à trancher. Il y en a plein, mais tu l'as déjà dit tout à l'heure. Quand Claire tend les photos de Brianna à Jamie, et Jamie qui répond qu'est-ce donc cela? Et Claire qui doit lui expliquer ce que c'est une photo. Enfin, c'est trop drôle. Il y en a pas mal. Il y a un autre moment aussi où, lors du mariage des deux personnages dont je me fiche complètement, Fergus et Marsali, le prêtre dit comment ça, Fergus? Vous avez bien un autre nom. Pour vous marier, j'ai besoin d'avoir votre nom complet. Et j'espère aussi que vous avez une queue. Ouais. Tu vois, c'est improbable. C'était le prêtre qui parlait à la noix de coco, donc il fallait s'attendre à tout. Alors moi, mon moment what the fuck, c'est dans l'épisode 12, la Bacra, donc à Saint-Domingue, c'est Jamie avec sa perruque. Non, ça m'a choqué, quoi.
Le Jamie avec la perruque Louis XIV, franchement. Le poids des mots, le choc des photos aussi. Hein. Et il y en a encore un que j'ai relevé, c'est Gaylis, toujours justement en fin de saison, en lien avec la Bakra, qui a cette information que il y aura un nouveau roi. L'existence d'un nouveau roi sera marquée par l'arrivée d'un nouveau-né de 200 ans. C'est ce qu'on annonce à Gaylis, et Gaylis, elle répond: je voulais avoir la date de l'arrivée du nouveau roi, et au lieu de ça, vous me balancez l'histoire de Benjamin Button. Et j'étais plié. Ça, c'est le moment qui t'a fait le plus rire. Enfin, Ouais. what the fuck? Je me suis dit, mais hein? Pourquoi elle parle de cette histoire? Et j'ai même bloqué en me disant, tu vois, j'ai repensé au film, mais qui est peut-être l'adaptation d'un bouquin, et je me suis dit, merde, c'est sorti quand déjà et tout. Enfin bref. Ouais, le mec, il lui dit, mais c'est Voilà. qui Benjamin Button? Que signifient ces paroles? Par 2 fois 200 lunes. Je sais que cela veut dire 200 ans. Ah, et 200 ans doivent s'écouler entre l'attaque de l'homme et la malédiction de la femme. La malédiction de la femme, c'est l'accouchement, bien sûr. Et l'attaque de l'homme, eh bien, c'est, sauf votre respect, madame, planter sa graine. Ne vous souciez donc pas de me ménager. Non, bien sûr que non. Quant à l'émission qu'il faut réduire, c'est l'enfant. C'est évident, l'émission veut dire ici progéniture. Ainsi, il y aura un nouveau roi d'Écosse à la mort d'un enfant qui avait 200 ans d'âge le jour où il est venu au monde. Un nouveau-né de 200 ans, si je comprends bien. Aïe. Vous me prenez pour une imbécile? Je vous ai fait venir ici pour que vous me disiez quand ça va arriver. Et au lieu de ça, vous me balancez l'histoire de Benjamin Button. Ouais, donc ouais, ça c'est le moment qui t'a, enfin plutôt what the fuck, mais c'est celui qui t'a fait le plus rire aussi, ou t'as un autre moment où vraiment. Il y en a d'autres. Ouais. Ouais, il y en a d'autres. Il y en a deux. Une très courte, c'est une scène drôle de balade à cheval dans la forêt entre Jamie et Lady Geneva qui fait un malaise à un moment donné. Elle tombe dans les pommes. Donc Jamie s'approche vers elle pour la prendre dans ses bras et la ramener. Mais elle ouvre les yeux en mode hé hé, je vous ai eu. Et Jamie la balance par terre Dans la boue. face contre terre. Ouais, voilà. Ah ouais, moi aussi j'ai adoré Ça, ce c'était moment-là. drôle. Et moi j'ai adoré aussi le moment où Willoughby se plaint parce qu'il a essayé de lécher le coude d'une prostituée, et même ça elle veut pas, quoi. Le mec il dit bah, je vais juste lécher le coude. Tu te dis mais non, mais N'importe quoi. Mais le pourquoi pauvre lui aussi. Il est ghost friendly, N'importe enfin, tu quoi. vois. Mais sinon, on parlait là de Gaylis. Tu parlais de Gaylis tout à l'heure. Alors moi, c'est l'arc narratif, tu vois, que j'ai le plus apprécié, justement, cette histoire de Benjamin Button. Oui, alors moi j'ai noté arc narratif préféré, épisodes 12 et 13, les Voilà. avant-derniers et derniers. C'est ça, Ouais. la prophétie du bébé de 200 ans et le retour de Gaylis en sorcière buveuse de sang et pourfendeuse de jeunes puceaux. Ah, j'ai adoré quand elle Waouh. se baigne dans le sang et tout. Pour parler esthétique, j'ai adoré le bain de sang de chèvre duquel elle sort. Elle est esthétiquement magnifique, cette scène. Waouh, la beauté dans quelque chose de profondément sombre, c'est extrêmement bien fait. Ça me fait penser à l'esthétique, on l'a peut-être pas assez dit depuis qu'on parle d'Outlander, qui est vraiment soignée. Plein de choses ne sont pas faites par hasard. Je vais te donner un exemple concret, notamment avec les costumes. Quand on est au XXe siècle, on voit beaucoup Brianna, donc la fille de Jamie au XXe, avec des jupes écossaises, Oui, avec un manteau écossais poncho. qui rappelle beaucoup, un poncho, exactement, qui rappelle beaucoup ce que pouvait porter comme grosse couverture Jamie quand il portait Claire dans les premières saisons. Enfin, vraiment, ça m'a frappé dans cette saison 3, les détails apportés dans les costumes pour dire regardez comme c'est bien la fille de son père, et je trouvais ça fabuleux, et c'est discret en plus, c'est même pas ouais, c'est discret, extrêmement mais tu vois, surligné. moi je l'ai repéré aussi, la cape, quand elle parle avec George là dans le musée ou je sais pas quoi, quand ils sont au séminaire et qu'elle a cette cape écossaise, le tartan un peu de son père. Et pour revenir à moi, l'arc narratif que j'ai préféré, c'est donc la Oui. prophétie. On sait qu'à un moment, quand Claire est à Boston et que elle va bientôt s'en aller, son ami Abernathy, qui a fait la fac de médecine avec elle, hein, les deux pestiférés, lui dit qu'il a retrouvé un squelette dans une grotte. Et il lui dit, regarde cette femme, de quoi elle est morte. Et là, on voit que Claire, elle est toute chelou. Ça m'avait choqué à mon premier visionnage il y a quelques années, parce que je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi elle fait cette tête et tout. Et on voit que ça la perturbe, tu vois. Et en fait, c'était elle
qui avait tué, puisqu'on sait, hein, on peut Exactement. spoiler, de toute façon, voilà. C'est elle qui a tué Gaylis dans la fameuse grotte. Et en fait, elle découvre le squelette de quelqu'un qu'elle n'a pas encore tué, mais 200 ans après l'avoir tué. Le truc de fou, quoi. C'est très bien fait d'ailleurs, ouais. D'un coup à la machette à la Émoussé. gorge. À la machette émoussée. Tu te dis, waouh, mais c'est qui le tortionnaire qui a fait ça? Et c'est clair. On n'a pas vraiment un grand méchant. On a parlé de John Grey. John Grey qui est l'antithèse de Randall. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de grand méchant. Peut-être le capitaine, Gaylis. il y en a un qui est un peu... Oh bah, Gaylis, pardon Gaylis, c'est quand même le grand méchant de l'histoire, puisqu'on l'a quitté fin de saison 2, elle venait de tuer son mari pour se barrer dans les pierres, et là elle est en train de se baigner dans du sang, elle dit que c'est de la chèvre, mais on a un petit doute. Elle fait vraiment sorcière satanique, quoi, tu vois, elle veut des jeunes hommes puceaux, elle est prête à sacrifier tout le monde. D'ailleurs, elle meurt dans une position abominable, qui montre bien que c'est elle la vraie méchante. Jamais on aurait fait mourir quelqu'un d'honorable et un héros ou quelqu'un de gentil ou même quelqu'un qui méritait pas de cette façon-là. Elle a la tête à moitié découpée. Il y a encore d'ailleurs beaucoup de personnages. J'allais citer à une moindre mesure un méchant qui est assez déter, le capitaine Leonard, mais bon, je ne sais pas si on le reverra plus tard, mais en tout cas, encore une fois d'ailleurs, dans les grands défauts de la série, ça me saoule, cette introduction de plein de personnages, quoi. Je n'en peux plus. Oh bah t'as pas fini avec la saison 4. Hein. J'en ai ras-le-bol. Vraiment, il y a une chose que je voudrais bien que vous ayez en tête, les amis auditrices et auditeurs. Si je devais mettre un adjectif sur cette saison, ce serait médiocre. Elle est meilleure que la deuxième. Hein. Déjà, elle est moins bonne que la première, meilleure que la deuxième. Mais il y a des pans de l'histoire dont je me contrefous, et il y a des moments que je trouve extraordinaires. Je vais vous prendre un exemple concret. Il me semble que c'est l'épisode 8, donc le retour à la Libreur, où je peux vous assurer que moi j'ai un souci quand je fais les épisodes, c'est que j'aime bien rester concentré sur ce que je vois. J'ai pas de téléphone, j'ai pas de jeu, je regarde vraiment pleinement la série. Et là, pendant 20 minutes, je m'ennuie. Clairement, je prends mon téléphone. Et puis, au bout de 20 minutes, dans cet épisode-là, il y a une accélération où Jamie, qui n'a toujours pas dit la vérité auprès de Claire sur le fait qu'il y a... Ça s'appelle La Première Femme, cet épisode. Voilà, il a toujours pas dit la vérité à Claire sur le fait qu'il s'est remarié entre-temps. Et là, bam, il y a accélération, il y a plein d'infos qui tombent en même temps, où on découvre que Lyrie est la femme de Jamie, et qu'en plus, il y a 2 enfants qui l'appellent papa. Et je trouve que ce passage-là traduit exactement la tonalité de toute la saison. C'est en montagne russe en permanence. Il y a des épisodes et des moments que vous allez trouver excellents, et j'ai été surpris, je me suis dit, waouh, ok, il se passe quelque chose, je peux me reconcentrer dans l'épisode, et des moments d'ennui profond qui fait que malheureusement, cette saison, je la trouve particulièrement médiocre. Elle n'est pas à la hauteur de la deuxième moitié de la première, loin de là. Ah bah non, t'as un problème avec le rythme en fait, et je suis d'accord avec toi. Et pour revenir sur cet épisode, petite anecdote, j'ai adoré, c'est la scène du seau d'eau. Quand Jenny leur balance un seau d'eau pour les décoller, enfin, il y a quand même des moments assez drôles, franchement. Tu vois, moi j'ai trouvé cette saison plus drôle que la deuxième saison, parce que dans la deuxième saison, il y a la mort de Face, il y a tout ça, c'était assez sombre, faut le dire. À Paris, c'était chiant. Là, Claire, franchement, elle est tellement chiante que moi, ça m'a fait rire, surtout l'arc narratif débile, là, où elle saute dans l'eau. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'elle était plus drôle, cette saison. Oui, il y a un peu plus de légèreté. Pour réexpliquer, en fait, Jamie et Claire s'embrouillent et ils s'engueulent. Et après, il y a réconciliation sur l'oreiller dans la foulée, sauf qu'ils ont fait beaucoup de bruit. Et comme ils sont dans la maison familiale et que Jenny les entend au loin, elle arrive avec un grand seau d'eau et elle leur balance en mode « Mais vous êtes vraiment des bêtes en rut, quoi. Vous allez vous engueuler, puis vous voulez baiser comme des bêtes en rut, vous allez vous calmer maintenant. » En gros, c'est ça. Et je trouvais ça très drôle aussi. Ouais, c'était drôle. Et là, bon, après, il y a le Jamie qui vit dans un bordel, c'est drôle aussi. Enfin, il y a pas mal d'anecdotes dans cette saison qui sont rigolotes. Après, il y a des petits clins d'œil. En fait, faut suivre comme l'histoire du cadavre qu'ils ont retrouvé 200 ans plus tard et que c'est clair qu'il l'a tué 200 ans plus tôt. Enfin, il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont intéressantes. Après, maintenant, les choses que je pourrais... Enfin, moi, l'avis que j'ai sur cette saison, c'est que oui, elle est mieux que la deuxième, ça c'est sûr. Peut-être un peu moins bien, enfin un peu chargé. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses, ça bouge beaucoup. D'ailleurs, le générique change. Le générique est un peu à thème, c'est-à-dire qu'en fonction de là où vont être Claire et Jamie, on va avoir un générique personnalisé. Première saison, c'était très écossais. Deuxième saison, il y avait un peu de clavecin pour évoquer la France. Troisième saison, on se retrouve à un moment donné avec un générique adapté à la Jamaïque, avec un peu de tam-tam. D'ailleurs, franchement, les décors, enfin moi j'ai trouvé ça très chouette, les palmiers, etc. C'était très beau.
Oui, les plages sont magnifiques. Ouais, voilà, c'est adapté, donc vous pouvez un peu saisir ce qui va se passer dans l'épisode rien qu'en écoutant le générique quand on l'écoute, Junior. Oui, non, moi je fais passer l'intro parce que sinon j'ai le temps de m'endormir. Non, j'exagère, mais Et d'ailleurs, donc on a eu l'arrivée de Willoughby avec quelqu'un de la communauté asiatique, lui il est d'origine chinoise, et puis on a aussi l'arrivée des esclaves noirs et du marchandage, tout ce marché autour de la traite des Noirs, chose d'ailleurs qu'on verra visiblement aussi en saison 4. C'est le thème essentiel de la saison 4 d'ailleurs, c'est l'esclavage. C'est très intéressant parce que Claire qui vit 200 ans plus tard, en fait on en parle beaucoup, tu l'apprends dans les livres d'histoire, il y a des films là-dessus, mais je pense que rien n'est plus choquant que de le vivre comme elle le fait, elle est complètement... Et pourtant 200 ans plus tard, quand elle est à la fac de médecine, elle sait qu'il y a toujours du racisme, etc. vis-à-vis d'Abernathy qui est en médecine avec elle, donc les deux, elle c'est une femme et lui c'est un noir, donc t'imagines, voilà. Elle sait que ça existe, comme la misogynie qu'elle vit au XXe siècle, qui est quasiment la même que celle qui est vécue au XVIIe siècle. On se dit que les choses n'avancent pas, mais de vivre comme ça, quand il sauve un esclave, là, et elle, ça lui donne limite la nausée quand on les marque comme ça. Je pense que ça annonce la saison 4. Mais tu vois, cette scène, elle m'a pas forcément plu parce que c'est une répétition du syndrome de l'héroïne, comme je le disais plus tôt. Ce besoin d'absolument sauver tout le monde, au lieu de respecter les codes de l'époque, même si t'es pas d'accord avec ça. Et ça me fait écho à comment Jimmy déjà l'a calmé de ce côté-là. C'est pas ton époque, justement, écoute-moi, parce que je peux te conseiller de la meilleure des façons sur certaines situations. Ce monde n'est pas le tien, donc fais-moi un peu confiance aussi là-dessus. Et c'est là où elle en devient agaçante. Elle est chiante, carrément. Et tu verras, dans la saison 4, elle va pas s'arranger, Claire. Super, ça promet. Est-ce qu'on peut je peux juste dire un truc? J'ai une question très sincère, hein, Hélène. C'est pas du tout en mode règlement de compte, c'est pas du tout le genre de la maison, de toute façon, mais vraiment, je me la pose. Je t'ai donné Newport Beach en me disant quand même que quand tu vas regarder cette série, il y a des éléments qui vont te plaire, même si c'est la thématique de la teen série, c'est plus ton truc, que quand c'est sorti, t'étais déjà trop vieille pour ces conneries. Mais je sais que par certains pans, ça va te plaire. Pourquoi tu as voulu que je regarde Outlander alors que franchement, il y a peu de choses auxquelles se raccrocher en fait quand je regarde. Ah ben parce que moi je trouve qu'il y a énormément de choses auxquelles se raccrocher. Moi, je trouve que cette série, bon après, j'aime pas, il y a certains personnages que j'aime pas, mais comme dans toutes les séries où il y a beaucoup de personnages, j'adorais Game of Thrones, il y a des personnages que je supportais pas, ça n'a rien à voir pour moi, le fait qu'elle m'agace, ça ne change rien. Moi, pourquoi je t'ai conseillé cette série, c'est parce que ça bouge beaucoup, il y a des temporalités différentes, donc un peu des petites choses rigolotes dans le sens, voilà, elle se comporte pas comme il faut, il se passe des trucs, il y a un peu de magie, il y a des choses inattendues, avoue que c'est quand même pas lassant parce que t'es pas toujours dans la même histoire. Moi, ce qui me fait peur avec les teen séries, c'est honnêtement, j'ai l'impression que c'est de la science-fiction et c'est pour ça que je déteste ça, c'est que les gamins sont au collège ou au lycée, tu vois, ils ont 15-16 ans, tu verras. Ils ont jamais de devoirs, ils rentrent chez eux, ils règlent des problèmes d'adultes, ils sont tout le temps en train de se bourrer la gueule en soirée et ça me saoule à un point, t'imagines pas, parce que c'est pas la vraie vie. C'est bien que tu vois Newport Beach. Après, je dis pas que tu vas être exempté de tout ça, mais il y a d'autres choses. Tu verras. Et bon, c'est bon à savoir. Mais sincèrement, j'ai fait un peu le point. 3 fois 13 épisodes. Donc ça fait combien? 39.
J'en ai pas aimé beaucoup, hein, des épisodes sur 39. Ah, C'est mais pour ça c'était pas que ta je me came, pose hein. vraiment la question. Et c'est bien pour ça que tu m'as donné Newport Beach, hein, parce que tu sais que les teen séries, je supporte pas non plus. Sache Il y a que des ton personnages que tu vas calvaire, adorer. ça va Tu verras. s'achever quand le mien va commencer. Ouais, bah, j'en peux déjà plus, là, ça promet. Il y a encore 3 saisons que je dois me taper, j'en peux déjà plus. Bon, bref, j'arrête de râler. Faites-vous votre propre avis, hein, sur Outlander saison 3. Si vous ne l'avez pas encore vu, 13 épisodes à découvrir sur Netflix. Si vous voulez suivre Outlander à mon rythme, vous voulez continuer à trouver du courage comme moi à regarder, sachez qu'on va évoquer la saison 4 dans le courant de ce mois de juin. La saison des séries, c'est déjà fini. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir été avec moi pour ce nouvel épisode. Merci à toi, Junior. La semaine prochaine, ce sera un pilote presque parfait dans lequel on parlera du pilote de la série The Boys, dont la saison 3 débarque le 3 juin prochain. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries ou d'un pilote presque parfait, notre spin-off, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos applis podcast préférées. On ne perd pas les bons réflexes, un commentaire et 5 étoiles sur les applications, c'est possible de le faire. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, @piloteparfait, et sur Instagram, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao.